Richard Malka, je voulais que l'on revoie les images de Mila qui arrive au tribunal tout à l'heure. On le sait, c'est une jeune femme qui est menacée, c'est une jeune femme qui vit cachée. Et on la voit là arriver, tout de rouge vêtue, la tête haute. On la voit aller face aux caméras, au devant des journalistes. C'est quand même une sacrée cliente que vous avez là. Ah oui. Elle est assez extraordinaire. Et le rouge, vous avez raison, le rouge Ben oui. est signifiant. C'est pas un hasard. Elle me donne des leçons de courage. Et vous voyez sur les images, vous voyez la regarder, on voyait vos yeux posés sur elle pendant qu'elle parlait aux journalistes. On le voit, elle ne plie pas, elle ne cède rien depuis le début. Elle ne plie pas, elle ne pliera pas, elle ne lâchera pas. Il y a des gens comme ça, s'ils plient, ils cassent. Donc c'est pas facile, ce qu'elle vit est innommable. Moi, ça me rend d'une tristesse infinie. Vous pouvez pas imaginer quelle est la vie de cette jeune fille. C'est inimaginable. Mais elle ne pliera pas. Ça, je peux vous l'assurer, je peux vous le garantir. Comment vous décririez son caractère à elle ? Je vous pose ces questions-là parce qu'en fait, on la connaît très peu. On a beaucoup parlé d'elle. On l'a peu entendue par la force des choses. Et on la connaît très peu. Comment vous décririez son caractère ? Moi, elle m'émeut beaucoup. Alors forcément, ça donne envie de la protéger et de la défendre et de la conseiller au mieux que je puisse faire, mais en respectant beaucoup ce qu'elle est. Et puis toujours en concertation évidemment avec ses parents qui sont des gens formidables et des gens de caractère. Mais c'est une pure. Elle est pure. Elle est émouvante, elle est profonde, elle est sincère, elle a des choses à dire et elle est excentrique aussi. Et c'est rare ces gens-là. Elle est décalée un peu, c'est une originale. Elle pense pas de manière moutonnière comme tout le monde. Elle a son libre arbitre, c'est un esprit libre. Ça lui coûte cher. Vous l'avez vu changer depuis un an ? Oui, je l'ai vue grandir en accéléré. Je l'ai rencontrée quand elle avait 16 ans et demi, au tout début de l'affaire. Elle était entre l'enfance et la jeune femme. C'est un âge un peu entre deux, mais parfois j'avais quand même l'impression que j'avais une enfant en face de moi. Là, on lui a volé cette part d'enfance qui était encore en elle. Elle a mûri terriblement, beaucoup trop vite. Et ça me rend pas triste, ça me donne envie d'hurler. C'est insupportable en fait. Elle est venue dire, on l'a entendu à l'instant, elle est venue dire tout à l'heure à quel point la peur devait changer de camp. Elle a peur aujourd'hui ? Elle a encore peur ? Bien sûr qu'elle a peur. Comment vous pouvez ne pas avoir peur quand tous les jours de votre vie, du matin au soir, vous voyez des têtes de vous décapitées, on vous envoie ? Ou des messages de gens qui dégoulinent de haine, qui veulent la découper en morceaux. On les lit. Faut imaginer l'effet que ça fait psychologiquement. Ça ronge. Et évidemment, ça terrifie. C'est psychologiquement, c'est pas neutre. Mais elle voulait voir celles et ceux qui l'ont menacée. Ah oui. Elle voulait les voir et elle les a bien regardés. Ah, elle est marrante, hein. Elle se démonte pas. Elle se démonte pas. Les voir pour lever précisément l'anonymat qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a plus d'anonymat. Et contrairement à ce que j'entends dire de manière un peu grotesque, elle n'a pas fait des télés, elle en a fait une interview. Une interview. Chez Quotidien. Chez Quotidien, il y a 1 an et demi. Oui. Parce qu'il y a un moment, ça explose aussi, si on garde ça en soi. À un moment, quand toute la France parle de vous, vous avez besoin de parler aussi et de dire votre vérité. Et puis, il y a un moment, c'est important d'incarner aussi. C'est un être c'est un être humain. Elle existe. Faut voir à qui on envoie ces messages qui ne sont, selon mon confrère, c'est tout ce qu'il a fait, donc c'est pas grand-chose. Enfin, je vous lis quand même le message de son client. Ouais. Wesh, je suis sûr que si je mets un coup de bite à Mila, elle arrêtera de faire chier le monde, cette mal baisée. On a absolument le droit de défendre ça, mais bon, c'est un choix. Mais qu'on ne dise pas que c'est rien et que c'est pas grand-chose et que c'est grivois. C'est plus que ça. Julie Graziani, quel regard vous posez sur Mila ? Je me dis que la difficulté, peut-être le dilemme pour elle, ça doit être de savoir si elle continue à porter un combat en se disant finalement il m'est arrivé quelque chose d'exceptionnel et de très douloureux et je dois en faire quelque chose, j'ai la responsabilité d'en faire quelque chose pour la vie civile, pour la société, pour pas que mon cas reste seulement isolé mais qui serve à quelque chose.
Et puis, il doit y avoir des moments aussi où elle doit avoir envie de se dire, allez, on referme la parenthèse et je voudrais retrouver une vie normale. Et est-ce qu'il est possible seulement d'imaginer que dans 10 ans, on ne parle plus de cette histoire et qu'elle soit juste, voilà, avec une vie comme chacun d'entre nous? Mais vous avez raison, elle est dans cet entre-deux-là, avec ses rêves d'avant, et elle a des talents fous, on voit ses talents de maquilleuse au cinéma, mais vous connaissez une école de maquillage qui va l'accepter? L'école publique a considéré qu'elle n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité. L'armée a considéré qu'elle n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité. Vous savez, si on me donne une adresse où elle peut aller, elle irait. Mais en fait, c'est fini. Toutes ces portes se sont fermées. Est-ce que ça peut changer avec le verdict? Est-ce que la justice peut justement donner ce message symbolique qui on sait dire maintenant, laissez-la tranquille? La justice fait son travail, contrairement à ce qu'on dit ces derniers temps. La justice est une institution qui fait son travail, qui ne détourne pas le regard, qui ne baisse pas les bras. Et on l'a vu dans cette audience qui a été faite avec une grande qualité d'écoute, de manière très pédagogique, avec une prochaine audience proche qui est fixée si la QPC n'est pas transmise. Question prioritaire de constitutionnalité. Voilà. Donc la justice fait son travail, la police fait son travail en la protégeant, en assurant sa survie. Mais ça suffit pas. Et les autres institutions, celles qui auraient dû faire qu'on n'en soit jamais arrivé là. Quand ça arrive à la justice et à la police, c'est déjà trop tard. Donc elle est entre ses rêves anciens et puis ce qui s'ouvre à elle, c'est un destin, c'est devenu un symbole. C'est comme ça. Non, on n'oubliera pas l'affaire Mila. Mais elle ne sait pas quoi en faire. Dans un tout autre style, avec une toute autre ampleur, mais avec la même bataille de fond, c'était il y a 32 ans, c'est l'affaire Salman Rushdie. Et il n'a jamais retrouvé une vie normale et le combat a toujours été mené. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était autre chose, mais c'était la même bataille de fond. Je crois qu'on marque quand même quelques points dans cette bataille. Le débat sur l'anonymat sur les réseaux sociaux, quand il n'y aura plus d'anonymat, que les gens sauront qu'ils risquent à la première incartade d'une punition, ils feront un peu plus attention. Et quand même, on a chez ceux qui se rendent coupables de ce genre de choses des débuts de « ah oui, j'aurais pas dû, je comprenais pas ce que je faisais ». Ça peut faire école, je veux être optimiste. En revanche, il y a un débat sur lequel on recule, c'est qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux gens qu'il y a une distinction entre dire du mal d'une religion, d'une idéologie et insulter des gens qui croient, qui pensent. Et ça, on n'arrive pas à faire comprendre. On est en train de s'enliser dans l'amalgame. Mais si vous dites du mal d'une religion, vous insultez tous les fidèles de cette religion. Non, là-dessus, il ne faut pas céder et ce procès n'en est l'occasion. Mais alors justement, pour revenir à celles et ceux qui sont suspects, qui sont accusés dans cette affaire, ils ont entre 18 et 30 ans et vous vous étonnez, au sens littéral du terme, de leur manque d'éducation. On ne leur a pas appris qu'on a le droit, justement, en France, de critiquer les religions. Oui, eux, je sais pas si je parlais spécialement d'eux, mais enfin, c'est beaucoup plus large que ces 13-là. Et puis, c'est un phénomène de société. Mais effectivement, ils sont tous passés par l'école publique. Et comment ça se fait que dans les PV, ils disent tous que critiquer la religion, c'est raciste? Mais ça n'a rien à voir avec le racisme. Mais c'est pourtant pas compliqué de dire ce n'est pas raciste, c'est notre loi depuis des décennies ou depuis des siècles, c'est l'histoire de notre pays et c'est heureux et ne confondez pas les choses. Le racisme, c'est grave. Mais c'est pas ça. C'est pas la seule confusion qu'ils opèrent d'ailleurs. Quand on les écoute parler, ils font une confusion entre liberté d'expression et droit d'injurier. C'est formidable une espèce de catégorie générale de critique où la critique permet tout. Alors tu insultes, donc moi je t'insulte. Enfin, vous avez raison. Il y a une absence de compréhension de mécanismes juridiques et de définitions juridiques de base. Effectivement, vous avez raison. Quand on lit leur PV, alors la liberté d'expression pour eux, c'est ne rien dire sur les religions, mais par contre on peut menacer de mort. C'est incompréhensible. Et alors ils répondent par ailleurs à des propos de Mila qu'ils inventent. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas regarder ce qu'elle a vraiment dit. Ils inventent des propos qu'elle n'a jamais tenus. Et donc, ça les autorise à la menacer de mort. Et là, alors là, on tombe sur la culture réseaux sociaux. En fait, on s'informe à partir des top tweets. C'est un peu léger. Mais c'est un problème de société immense. Mais là aussi, il y a un problème de transmission des valeurs. Il y a un problème de transmission au sein de l'éducation nationale. Mais c'est pas que ça aussi. Ça se joue aussi chez les parents. Les institutions sont pas responsables de tout.
Ah, c'est un problème complexe, mais j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup. Et je pense pas que ces 18 derniers mois depuis l'affaire Mila, qui devraient quand même tous nous interpeller et nous faire prendre conscience qu'on est au bord du gouffre, parce qu'il y aura d'autres Mila, et il y en aura beaucoup si on ne fait rien, j'ai pas l'impression qu'on ait fait grand-chose. Au contraire, on a l'impression que le camp de ceux qui disent « mais la loi de la religion doit être au-dessus de la loi de la République, parce que c'est comme ça maintenant, c'est mieux », a plutôt progressé. Effort de pédagogie à faire. Concrètement, ça veut dire quoi, Richard Malka? Ça veut dire aller jusqu'où? Vous dites l'éducation nationale ne peut pas tout, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus à l'école, au collège, au lycée, justement pour apprendre cela? Elle peut pas tout, mais elle peut quand même beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est simple. Moi j'aimerais voir dans les livres scolaires très clairement écrit la critique des religions est libre, est légale, elle est utile et elle est nécessaire. Et c'est l'histoire de notre pays et c'est notre loi commune. Est-ce que c'est écrit? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on transmet ça? Je suis pas sûr. C'est écrit dans Voltaire, de nombreuses pages. Oui, mais c'était il y a longtemps. Voilà. C'est la perte des humanités à l'école aussi, d'une manière plus générale. Je sais pas, on menace pas de mort quand on est en désaccord. On a le droit d'avoir des désaccords. Puis on peut même être choqué, puis on peut même se sentir blessé, bien qu'aucun de ces messages n'ait été adressé à ces gens. Ces messages sont adressés aux croyances de ces gens. Or, on respecte les êtres humains, pas les croyances. Sinon, il faut arrêter votre métier. Puis on peut plus discuter de rien. Il y a plus de débat possible. C'est les êtres humains qu'on respecte. Mila n'a jamais écrit un quelconque propos injurieux envers une personne humaine. Il n'y a pas d'équivalence à faire entre je tiens des propos à l'égard d'un Dieu dont on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas, et je mets en cause un être humain et je le menace de mort lui. C'est pas la même chose. Il y a un livre qui est à venir pendant quelques semaines, livre écrit par Mila. On va voir la couverture qui va s'afficher. Qu'est-ce qu'elle veut y dire? Je suis le prix de votre liberté. Déjà, il y a un truc que je sais pas ce qu'elle veut dire, mais moi, je l'ai un peu lu quand même. Mais moi, il y a un truc que je peux vous dire, c'est qu'elle ne se taira plus. À chaque fois qu'on est dans cette configuration-là, que ce soit Charlie, que ce soit elle, on nous dit « mais mettez la sourdine, faites plus de caricatures, vous faites prendre des risques à tout le monde, Mila, tais-toi, n'utilise plus les réseaux sociaux ». C'est-à-dire que la seule solution qu'on a à proposer, c'est le silence. Mais ça, c'est fini. Et en fait, il faut qu'il y ait plus de Mila. Faut pas abandonner les droits. Faut pas renoncer à combattre. Au contraire, il faut combattre plus. Donc ce livre, et elle arrêtera. Elle s'exprimera maintenant. Oui, ce livre, c'est comment dire l'officialisation du fait qu'elle ait envie de témoigner. Voilà, exactement. Oui. Qu'elle a envie de parler. Ce titre-là, je suis le prix de votre liberté. Je vous le soumets, Christophe Barbier. Ça pourrait faire un beau sujet du bac de philo qui va approcher maintenant, mais c'est tout à fait ça. C'est si demain, après-demain, nous voulons continuer à jouir de la liberté d'expression, il faut absolument défendre, coûte que coûte, les Salman Rushdie, les Robert Edeker, les Mila, tous ceux qui, par le hasard tragique de leur existence, se retrouvent dans le collimateur de ceux qui veulent nous faire taire. Voilà, merci à vous, je suis le prix de votre liberté. Merci beaucoup, Richard Malka, d'être venu ce soir sur le plateau de 22h Max. Merci à vous.